Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième preview pour préparer cette saison WNBA 2025 qui arrive très très vite. On passe après les Los Angeles Sparks hier à une équipe qui a un peu fait parler d'elle ces dernières semaines, notamment autour de la draft. Je parle des Dallas Wings. Les Dallas Wings qui sortent d'une saison quand même pour le moins compliquée, on va dire. 9 victoires, 31 défaites, 11e de saison régulière. Évidemment, pas de qualification en playoff, des blessures fâcheuses. Il y a quand même eu Arike Ogunbowale qui a fait sa petite saison standard tranquille au bureau, élu dans en All WNBA First Team, c'est ça? First Team ou Second? Second team. Second Team, pardon. C'est dans le deuxième meilleur 5, Arike. Euh, avant cette saison qui devrait quand même changer pas mal de choses pour les Wings, notamment en termes de personnel et d'effectifs. On va parler des mouvements de l'intersaison et notamment d'une signature en particulier, j'imagine, mais il n'y a pas que ça à Dallas. À vous, messieurs. Leur saison bien pourrie, elle leur a quand même permis de repartir avec le jackpot, le gros lot, le first pick. J'ai l'impression que chaque année, c'est très bien de repartir avec le first pick, mais quand tu repars avec le first pick l'année où Paige Bakers est disponible, c'est quand même plutôt pas mal. C'est mieux que lorsqu'elles ont eu le first pick avec Charlie Collier contre Corlier. On a évidemment rien contre elle, mais si quelqu'un a de ses nouvelles, on veut bien. Voilà. Et donc c'est la grosse arrivée, évidemment, de cette intersaison. Elle n'est pas seule. Avant d'aller sur les autres arrivées, peut-être quand même parler des départs. Bon, il y a quelques départs plus anecdotiques, mais le gros départ, c'est quand même celui de Satou Sabali, qui part à Phoenix, qui était la deuxième grosse tête, voire peut-être même la meilleure joueuse dernièrement à Dallas. Donc ça se discute en tout cas, mais en duo avec Arike. Donc Satou Sabali qui part du côté de Phoenix. On a aussi Lou Lopez Sénéchal qui va être out pour la saison. Pour la petite sphère francophone, c'est quand même important de le mentionner. Et enfin, l'autre départ important, c'est celui de Natasha Howard qui va du côté de l'Indiana pour vraiment parler des plus grosses têtes. Après, on a Stéphanie Soares, Awa Cuer, Jessie Sheldon, Kalani Brown, Cezui Uzun et Jalen Brown, si je veux être vraiment exhaustif. Et puis quand même un départ, je vais même dire qui a mis le temps à arriver, c'est celui de Latricia Tramel, la coach, qui a sans doute, à mon sens, fait au moins une saison de trop, voire deux, et qui, par contre, est remplacée, on va voir, mais en tout cas par un coach qui a quand même aussi de l'expérience dans le sujet, même si il est, si je ne me trompe pas, rookie en WNBA en tout cas, mais vous le prononcez comment? Chris Cocklands? Ouais, c'est Chris Cocklands. Ouais. Cocklands. Il était assistant de USC. Il arrive directement avec la plus belle chevelure de toute la WNBA, il faut le signaler. Je sais que Stéphanie, à qui on passe le bonjour, est toujours très soucieuse des commentaires sur les cheveux. Vous verrez que les cheveux de Chris Cocklands sont tout à fait remarquables. Et dans les autres arrivées, évidemment, Paige Bakers, on l'a dit, mais il y a d'autres arrivées très intéressantes. Dijonay Carrington, joueuse qui a quand même vu sa cote franchement augmenter la saison dernière et qui arrive en signant un beau petit contrat. Nalissa Smith, qui est donc une des joueuses d'Indiana qui a fait les frais un peu du gros remodelage de l'équipe. Tayasha Harris, Maesha Nsanen en direction de Minnesota, qui était encore à Washington il n'y a pas si longtemps, qui elle aussi arrive avec un statut quand même pas si mal, parce qu'elle a aussi un gros contrat. Et puis à la draft, à côté de Paige Bakers, mais il faudra voir, encore une fois, on enregistre un peu en avance, donc il faudra voir d'ici l'arrivée qui sera conservé. Mais on a donc eu les drafts aussi de Isaiah James, Madison Scott et Aaronette Vonleh et de JJ Quinnerly. Alors encore une fois, là, je ne sais pas qui sera conservé jusqu'au bout. Je pense que Isaiah James a quand même des chances de rester. Pour les autres, on verra. Donc pas mal d'arrivées, mais en tête de gondole, je pense que surtout Paige Bakers et Dijonay Carrington et Nalissa Smith, c'est quand même pas si mal non plus. J'admire ta retenue, Gis, pour ne pas célébrer le départ de Latricia Tramel, que tu as un peu appelé de tes voeux depuis quelques temps, en tout cas, sans être méchant, mais en notant que il y a quand même des limites assez évidentes, malheureusement, et que c'était plus une players coach qui aimait faire plaisir aux joueuses que. Il y a l'arrivée de Kurt Miller comme GM quand même. Ouais. La fameuse coach défensif qui a donné un rendu du pire
rating défensif de l'histoire de la Ligue. Voilà, C'est quand même pas mal quand même. tout est Bref. dit, tout est dit et c'est bien de mentionner effectivement l'arrivée de Kurt Miller comme GM, qui sera pas coach, cette année alors qu'il l'a été, entre Connecticut et Los Angeles. C'est lui qui sera aux manettes avec, Chris Cocklains, donc sur le banc. Quel combo là sur les matchs, à quoi on peut s'attendre? On imagine évidemment que le backcourt, est inévitable, hein, avec Paige Bueckers, Arike Ogunbowale. Derrière, qu'est-ce que tu vois derrière ce tandem? Bah, en fait, comme Flo l'a dit, hein, l'effectif, il a beaucoup changé, hein. Il y a beaucoup d'arrivées, il y a beaucoup de départs, en fait. C'est sans doute une des équipes qui a été, on verra un peu plus tard avec Connecticut, mais c'est sans doute une des équipes qui a le plus bougé aussi quand même. Mmh. Donc, bon, il y aura quand même, je pense, 2 joueuses qui vont rester de l'année dernière, hein, en tant que titulaire, Arike Ogunbowale, Tyra McCowan. Vu les contrats et puis bon, vu l'importance qu'elles ont sur le jeu, je pense que ça fait pas trop de doute. Même si après, on verra dans l'année, mais à mon avis, on verra les Wings jouer avec des line-up assez différents de celui-là. Et puis, bon, bah, à la main, je pense que Paige Bueckers, il est relativement évident et des premières images qu'on voit du training camp, elle est effectivement à la main de l'équipe. Je pense qu'il est plutôt une bonne idée. Et puis, au poste 3, bon, Dijonay Carrington, à mon avis, ça ne fait aucun doute, hein, comme dit Flo, gros contrat. L'année dernière, MIP, MIP, ouais. première équipe défensive aussi l'année dernière. First team défensive. Et elle aurait pu être, je me demande si elle n'est pas sur le podium du Depoy même. Donc voilà, donc elle arrive avec un gros statut et qui va amener toute la dureté défensive, etc. Donc ça, je pense que ça fait aucun doute. Elle est dans un fauteuil. Ils ont ramené sa fiancée dans l'équipe. C'est pas pour faire dans le gossip, mais Nalissa Smith, qui est une super joueuse, elle est pas là juste pour la Dijonay Carrington, hein, mais c'est un élément en plus. Mais justement, c'est peut-être ça qui va un petit peu choquer peut-être quand les gens vont regarder nos articles et puis nos previews, c'est qu'effectivement, on n'a pas mis Nalissa Smith en titulaire pour plusieurs raisons. On est plutôt parti, enfin en tout cas, on est plutôt parti sur Maddie Sigrist de façon à mettre un petit peu plus de shoot dans l'équipe. Ouais. Effectivement, si on met Nalissa Smith, en fait, on se retrouve avec 3 non-shooteuses, hein, Dijonay Carrington, Nalissa Smith et Tyra McCowan, qui sont en plus des joueuses qui ont besoin d'être proches du cercle, d'aller soit au drive pour l'une, soit pour jouer proche du panier pour les deux autres. Donc on s'est dit que c'était peut-être un petit peu mieux de mettre une joueuse qui est capable de prendre des tirs un peu extérieurs et certainement de venir punir un peu les choix défensifs sur Paige Bueckers et Arike Ogunbowale. Bon, il y a quand même des grandes chances aussi, on va quand même le citer, que ça soit peut-être Maïcha Ensalen qui prenne le poste 4. C'est en tout cas ce qu'on voit des premières images du training camp, pour des raisons un peu aussi contractuelles de statut, hein, voilà. Après, il faut voir parce que moi j'étais un peu sceptique sur ce choix-là et j'ai regardé un petit peu là récemment et notamment hier. C'est une joueuse qui a quand même pas des mauvais pourcentages à 3 points, qui a pas beaucoup de volume, mais ça pourrait être intéressant aussi de la mettre parce que c'est une joueuse qui défend bien, qui est quand même une vétéran aussi maintenant, hein, qui a quand même de l'expérience, qui est quand même dans l'équipe finaliste aussi de l'année dernière, donc ça va apporter un peu de solidité. Donc je pense que ça va jouer effectivement soit entre Maïcha Ensalen, soit Maddie Sigrist, mais en tout cas, même si c'est Maïcha qui débute, je serais pas du tout surpris que Maïcha Ensalen ait pas mal de temps de jeu, que Maddie Sigrist, pardon, ait pas mal de temps de jeu, parce que c'est une jeune joueuse et puis qui va apporter effectivement pas mal de danger de tir. Et dernière petite chose sur ce 5, je pense que Nalissa Smith jouera uniquement au poste 5. Je crois pas du tout à l'association Tyra McCowan, Nalissa Smith ensemble. À mon avis, elle va vraiment être au poste 5. J'allais dire que vu les postes en présence, il est très possible qu'elle soit souvent sur des séquences entre guillemets small ball justement, parce qu'effectivement que ce soit Maïcha ou que ce soit Maddie Sigrist, je pense que pour l'animation offensive, effectivement, c'est plus intéressant d'avoir ça. Par contre, en contrepartie, et ça nous permet de faire une petite transition, faire les points faibles et les points forts, ça pose des questions défensives parce que ça soit Maïcha Ensalen, que ça soit Nalissa Smith, que ça soit Maddie Sigrist, on n'est pas sur des joueuses qui présentent une défense. C'est-à-dire que Maïcha, si elle est postée, on va pas savoir la faire reculer, mais c'est presque
la seule disposition défensive qu'elle va pouvoir aller. En switch, en aide, c'est pas génial. On a Terra McCowan, mais qui, elle, fatalement, elle va pouvoir protéger le cercle avec sa verticalité, mais par contre, si on commence à essayer de la sortir, enfin s'il y a des line-up qui essayent de la sortir de la raquette, c'est vachement différent. Donc autant on a un front de court qui va pouvoir jouer offensivement en prenant en compte les spécificités de line-up dont tu as parlé, Gis, autant défensivement, ça pose un peu plus de questions, contrairement par contre au backcourt, qui lui amène défensivement d'autres choses. Ouais, c'est peut-être cette petite faiblesse défensive. Moi, je demande quand même à voir, en tout cas sur l'ensemble de l'équipe, j'ai pas l'impression que c'est dépourvu de talent défensif. Et c'est là que ça dépendra un peu de. Je connais pas bien Chris Cocklains, donc ça, tu vois, peut-être qu'il va arriver par un système collectif, en tout cas par des idées collectives à faire que des joueuses qui sont pas très à l'aise défensivement. Maddie Sigris, c'est une super attaquante, hein, à la fac, elle était top, vraiment très Elle très a de la impressionnante. taille aussi pour la défense, donc Voilà, ça peut être elle a de la intéressant taille quand et même. peut. Mmh. Je me dis que même avec des joueuses qui sur le papier ne me présentent pas un profil ultra défensif, ça peut peut-être, c'est peut-être pas vraiment ça finalement qui m'inquiète de leur côté. Mais bon, ouais, on peut se demander si ça va tenir le coup. Ça va dépendre de leurs ambitions aussi, mais ça on en parlera après. Je pense que ça peut tenir, mais effectivement, ce qui me fait un peu peur, moi, c'est vraiment sur le poste 4, quoi. Quand on voit Mm. Nafisa Collier, Brenna Stewart, toutes les joueuses dominantes, elles sont là. Et je vois pas de joueuses vraiment. Alors après, on peut faire des défenses collectives. Je pense que c'est comme ça qu'elles vont essayer de un peu piéger, de faire sans doute beaucoup de changements, beaucoup de switch pour essayer de créer le moins de décalage possible. Mais on va voir. Mais ouais, je suis un peu inquiet quand même sur vraiment le poste 4 défensif, quoi. Par contre, la force de frappe du bas court qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, sur le papier, c'est assez méchant quand même. On va peut-être enfin avoir Harry Kay qui sera libéré des responsabilités de playmaker traditionnel qu'elle a dû épouser pendant pas mal de saisons. Une Harry Kay en liberté, si Paige Baker s'adapte bien au poste 1 en WNBA, ce dont je ne doute évidemment pas. Le backcourt, c'est clairement la force principale de cette équipe, que ce soit maintenant ou pour les 2-3 années à venir, en fonction de ce que fera Harry Kay dans un futur proche. Ouais, on peut peut-être continuer sur la défense avant de parler en plus offensivement ce que ces deux monstres ensemble Ouais. vont pouvoir faire. Mais rien que défensivement, on sait qu'Ariké, c'est pas sa force première. Mm. Mais là, pour une fois, elle va pouvoir être entourée de tous côtés par des joueuses qui vont pouvoir vraiment masquer ses faiblesses défensives. Parce que Paige Baker, c'est excellent en défense. Dijonay Carrington, tu l'as mentionné en début de vidéo, Shai, c'est sur la joueuse, c'est franchement une des meilleures dans les lignes extérieures. Tayasha Harris, c'est très bon aussi à ce niveau-là, en backup. Donc, voilà, en fait, Harry va pouvoir être aussi un peu protégée. Bon, elle va quand même devoir faire des efforts, mais je pense que Ouais. c'est plus simple de faire les efforts quand autour de toi tout le monde les fait et que tu te retrouves. Harry va jamais devoir se retrouver contre la meilleure extérieure adverse. Ça, suivant qu'elle soit. Enfin, elle va toujours pouvoir être prise par Dijon et Carrington, par Paige Bakers. Elles vont pouvoir gérer les switches intelligemment. Et ça nous amène au côté offensif. Mais ça, je vais peut-être laisser Gis en parler parce que je sais bien qu'il a pas mal analysé ça aussi. Mais offensivement, on a un bac courte qui est foutrement intéressant. Bah, vous verrez, hein, si vous n'avez pas encore regardé dans l'article, mais j'ai posé une question pour commencer le point fort, c'est de savoir si c'est pas déjà un des meilleurs backcourts de la ligue. Alors c'est peut-être un peu provocateur, hein, parce que Page arrive, mais bon, on a vu ce que Kathleen a pu faire dès sa première année. C'est du même, alors c'est pas des joueuses comparables, mais c'est du même acabit, en tout cas en termes d'impact. Quand on met sans doute une des, allez, peut-être deux, trois meilleures arrière de la ligue, Arika Ogunbowale, et qu'on met peut-être allez, une top 2 ou top 3 meilleure meneuse dans 5 ans d'histoire de la ligue, ça va donner, quoi. Donc je pense que c'est très complémentaire. Euh, Toujours pareil sur les peu d'images qu'on a sur le training camp, on verra là sur le premier match de pré-saison qui sont d'ailleurs diffusés sur League Pass, donc je vous encourage à les regarder. On verra les phases de jeu, mais ce que je vois quand même, je vois beaucoup de jeux à deux, beaucoup de gravité autour de leurs 3 points, parce que ça va être un enfer à défendre les deux. C'est-à-dire que si vous laissez un espace à Page, elle va y aller. Si vous laissez
si vous venez doubler Paige et qu'Arike est toute seule, mais ça va être un enfer de défendre les deux. Donc je pense que ça va être vraiment très fort. Et à mon avis, la réussite de Dallas cette année, en tout cas si elles veulent vraiment jouer les playoffs, moi j'en suis pas persuadé, je pense qu'elles sont vraiment plus dans une reconstruction, mais si elles veulent vraiment tenter de jouer les playoffs, ça passera par un niveau excellent sur ce backcourt, ce que honnêtement je doute quand même relativement très très peu, quoi. Donc on va voir, mais franchement, si vous mettez tous les backcourts de la ligue aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il n'est pas déjà top 2 peut-être. Il y en a peut-être un meilleur. Et je suis même pas sûr. Ah, mais clairement, ça permet de passer directement à la suite parce que dans la joueuse à suivre, il y a l'une des membres de ce backcourt, mais ça fait combien de temps depuis qu'on se connaît, on sait que Paige Bah, Bueckers va arriver. 2020. Voilà, 2020, on a vu ses premiers pas, on a vu ses déceptions, on a vu son très très émouvant au revoir à Yukon avec le titre à la fin. C'est un secret pour personne qui nous suit depuis longtemps. C'est une joueuse qu'on attend et tu l'as dit, qu'on espère et qu'on imagine être dans les top all-time à la fin et même avant la fin finalement. Donc évidemment que tous les regards seront braqués sur Paige Bueckers, ce qui est une très bonne nouvelle pour Arike Ogunbowale aussi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de manière réaliste de Paige d'entrée? Est-ce qu'il faut tout de suite je dis à chaque fois que la comparaison avec Caitlin Clark n'est pas toujours nécessaire, mais l'an dernier, on a eu une arrière qui est arrivée, qui a tout cassé individuellement, qui a réussi à emmener Indiana, qui n'avait plus joué les playoffs depuis la retraite de Tamika Catchings en playoffs. Est-ce que c'est ce à quoi on doit s'attendre aussi de la part de Paige Bueckers? Ou est-ce qu'il faut, comme on l'avait réclamé quand même avec Caitlin au début, le tout début, il faut se souvenir que ça a été un petit peu poussif pour Caitlin. Voilà. Pas un petit peu. On Ça a a été oublié poussif. parce qu'après, ça a été un raz-de-marée tellement elle était incroyable, mais il ne faut pas oublier que ça a été poussif. Donc il faudra être indulgent avec Paige aussi au démarrage. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de similaire ou pas? Ou est-ce que vous vous attendez à quelque chose de ce type-là? Moi, je pense que il faut pas s'attendre à des records battus, comme ça a pu être le cas avec Caitlyn, parce que Paige, c'est pas spécialement une joueuse qui va se repérer dans des gros volumes hors normes et tout ça. Sauf peut-être si tu regardes sur certaines stats avancées d'efficacité et ce genre de choses. Alors là, effectivement, ça peut peut-être commencer à taper des chiffres assez sales. Mais par contre, attention, je ne serais pas étonné que. En fait, je suis pas étonné si dès le premier match elle défonce tout, mais je suis pas étonné non plus si il lui faut aussi un petit tiers de saison pour se mettre en jambe, pour s'adapter aussi, parce que autant Caitlin Clark a eu directement des défenses très dures physiques en fait, parce qu'on a vu tout de suite que c'était quelque chose qui pouvait la faire déjouer. Alors je suis pas sûr que Paige arrive avec une aura comparable et aussi clivante, donc je sais pas s'il va y avoir ce même côté un peu pas revanchard, mais il y avait un côté, elle avait un peu une cible sur la tête parce qu'on savait aussi que c'était des défenses qui pouvaient la faire déjouer. Je pense que l'avantage qu'a Paige, c'est qu'elle va être aussi moins seule, c'est-à-dire que si à un moment elle se retrouve avec des défenses un peu physiques, elle lâchera la balle à Riquet et ça se mettra bien. Donc je pense pas qu'il y aura ce genre de problème. Par contre, il est tout à fait possible qu'il lui fasse du temps pour se faire à l'intensité physique de la ligue, à la rapidité du jeu. Tout le monde dit que la WNBA, tout va plus vite. Et donc même si elle a eu facile en NCAA, ça reste l'échelon au-dessus. Donc mais je pense qu'elle va, en termes d'impact de comment Dallas peut progresser, je pense que ça peut être assez similaire, voire peut-être même au niveau collectif un peu plus, parce que tu joues directement aussi avec à côté de toi une joueuse qui est bien établie. Et alors Harry, de son côté, c'est quand la dernière fois qu'elle a pu jouer avec une meneuse aussi fiable Jamais. à côté Jamais. d'elle en fait? Parce que au tout début, quand elle arrivait avec le premier coach, je ne vais plus retomber sur son nom maintenant, Brian Hagler, qui l'utilisait clairement comme meneuse. Après, elle a eu un petit passage sous Vicky Johnson qui est à notre niveau. Enfin, je sais bien qu'on est tous les trois assez d'accord à ce niveau-là, qui est sans doute la meilleure version d'Harry qu'on ait eue. Mais c'était une version où justement Vicky ne l'utilisait pas comme meneuse, c'était beaucoup plus souvent, entre autres Veronica Burton par exemple, Marina Mabrey aussi comme meneuse à côté. Et puis après, ici avec la Tricia Trammell, elle s'est de nouveau retrouvée avec beaucoup de ballons dans les mains. Donc là, elle a la possibilité de se retrouver de nouveau avec une vraie meneuse à côté d'elle.
mais d'un niveau, que ce soit d'efficacité ou de créativité, totalement autre que ce que pouvait être justement Marina Mabrey ou Veronica Burton en fait. Ouais. Je pense que l'impact, il sera similaire à Caitlin. Par contre, d'un volume statistique un peu moindre. Mais encore une fois, ce qu'a parlé Flo, faudra regarder les pourcentages, l'efficacité. Honnêtement, je ne serais pas étonné qu'elle fasse une saison en 50, 40, 85, même sur sa première saison. Mais par contre, il n'y aura sans doute pas 20 points de scoring, il y en aura Des peut-être que triples-doubles, 15, tu peut-être vois. pas de triple-double en pagaille et C'est- voilà. c'est- Ah bah, il y aura, je pense pas, non, parce que voilà, mais c'est possible que ça fasse une saison, je sais pas, un 15-5-5 avec un pourcentage bah voilà, d'efficacité, très peu de balles perdues. Je pense que l'impact sur son équipe, il sera énorme. Par contre, peut-être moins de highlights, voilà, moins de, on va dire, de glamour autour, quoi, ce que pouvait amener Caitlyn. Mais à mon avis, en termes d'impact sur son équipe, sans doute pareil, et voire peut-être même un poil au-dessus, parce qu'il y a l'impact défensif pour moi, Ouais. que Caitlyn n'a pas, quoi. Moi, Voilà, c'est là c'est que sûr, j'attends. c'est pas sur l'attaque, c'est plutôt sur la défense. Je pense que l'impact, la différence peut se faire, quoi. Moi, c'est là que je l'attends assez rapidement pour, justement confirmer tout le bien qu'on pense d'elle. C'est comment s'adapter, enfin comment montrer qu'elle aura de l'impact défensif aussi au meilleur niveau mondial. Parce que la NCAA, ça reste, c'est bien, hein, mais moi je l'attends aussi à ce niveau-là pour être la joueuse totale, hein, qu'on attend, qu'on espère. Et Dieu sait que c'est difficile la WNBA défensivement, l'impact physique, athlétique, c'est les meilleures joueuses du monde. Donc elle va tout de suite être testée. C'est aussi une joueuse qui elle est peut-être moins clivante médiatiquement, quelle qu'en soit la raison, que, que, que Caitlin Clark. Elle sera sans doute moins médiatisée de ce côté-là. Mais je l'attends en défense. Voilà, j'attends de voir ce qu'elle va déjà proposer en défense. J'ai aucun doute sur ses qualités au playmaking, au scoring, à la passe, tout ça. Je m'attends à quelque chose de très 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 bon et bah, j'ai hâte. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir Paige, Paige en action. Ce qui nous amène à où est-ce que Paige et les autres et Harry Kay et compagnie pourront emmener les Wings cette saison après une saison précédente catastrophique. Est-ce qu'il faut tout de suite s'imaginer une saison en playoff comme le Fever? Est-ce qu'il faut raison garder et se dire que cette saison c'est extrêmement dense et les voir plus bas? À quelle place est-ce que vous avez positionné les Dallas Wings, messieurs? Moi, je les ai mis 9e, dans un range un peu similaire à celui de Los Angeles dont on parlait hier. Mais je me dis qu'en fait, il y a un monde dans lequel elles sont même plus haut que ça. C'est-à-dire que je les mets 9e surtout parce qu'en fait, il y a d'autres équipes avec des joueuses, d'autres équipes qui m'ont l'air mieux armées avec peut-être plus de joueuses déjà établies. Mais faut pas oublier qu'effectivement, on parlait d'impact, que Caitlin Clark a réussi à ramener son équipe en playoff dès la première année, et qu'ici on a une équipe où on a déjà Arike Okunboale qui, comme le rappelait Gis tout à l'heure, est une des meilleures arrières de la planète. Donc je les ai mis 9e, mais franchement, s'il y a un couac d'une équipe au-dessus, ce qui peut toujours arriver, un accident industriel, il y a 2-3 équipes que j'ai mis plus haut, mais où il y a un best case scénario et un worst case scénario vraiment bas, quoi. Et donc je serais franchement pas étonné si l'équipe fait les playoffs, mais je les ai mis 9e. Alors, moi, je les ai mis 10e. Simplement pour. Alors, déjà, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, il va falloir un petit peu de temps d'adaptation pour Paige, pour prendre le rythme. Elle en a parlé d'ailleurs. Les 2-3 premiers écrans qu'elle a pris, apparemment, elle a dit que ça n'avait rien à voir avec les écrans NCA. Bon, ça, on s'en doute, hein. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps quand même pour s'adapter, même si j'ai aucun doute sur elle. Donc ça peut voilà, laisser quelques matchs au début et puis le temps de trouver l'alchimie. Il y a quand même beaucoup de joueuses qui ont bougé aussi dans cette équipe. Donc nouveau coach, etc. Et puis pour moi, il y a une deuxième raison aussi qui est, à mon avis, un peu déguisée, c'est que je ne suis pas sûr que Dallas veut vraiment aller en playoff cette année. Je pense qu'elles sont en reconstruction et je pense que la tête de projet, c'est Paige et qu'elles ont déjà mis une idée que peut-être qu'Arike Ogunbowale ne serait pas là l'année prochaine et qu'elles ont tout intérêt à avoir un pic de loterie encore. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elles ont drafté beaucoup de guards parce qu'elles ont pris quand même Isaiah James. C'est une joueuse Ouais. relativement assez forte et c'est pile le poste d'Arike Ogunbowale. Donc c'est pas forcément un poste qu'elles avaient besoin du coup. Et je me demande si à un moment il va pas y avoir quand même un peu des envies aussi peut-être d'aller chercher
un pic de loterie, puis pourquoi pas ramener peut-être sa collègue de Yukon, par exemple, l'année prochaine. Voilà. Donc c'est aussi pour ça, je serais. Enfin, après, il y a de la compétitivité. Ça va être compliqué de faire accepter ça à Riquet et à Page si elle joue les playoffs. Mais à un moment, faut voir aussi. Moi, je pense que Page aussi sera peut-être plus protégée que Caitlyn a pu l'être au niveau du temps de jeu. Je suis pas sûr qu'on va la balancer à 35 minutes, 37 minutes par match. Donc, je ne serais pas étonné de l'avoir plus sur un 28-29. Donc, ça peut jouer aussi parce que bah, forcément, si elle a un impact mais qu'elle joue moins, son équipe sera sans doute un petit peu moins performante. Donc, moi, je les ai mis 18e, mais bon, pareil, comme Flo, je pense proche des 50% aussi, comme un peu on a dit pour Elé hier. Et à mon avis, je ne serais pas étonné si elles finissent 8e, 7e. Bon, à mon avis, il y a le potentiel pour aller en playoff. Je les Après, ai, bon. ouais, je les ai mises à la même place que toi, Gis, 10e, mais je regrette presque déjà parce que je vois, c'est une équipe très très difficile à classer. Et Bah ouais. là, en réévoquant les forces qu'il y a sur le papier, Cochrane, ça a beau être sa première saison en tant que head coach, je ne sais pas combien d'années il a fait Kurt Miller, donc s'il a un peu de l'ADN de Kurt Miller, c'est quand même un coach qui a fréquemment été compétitif avec ses équipes. S'il y a un peu de ça, je pense que c'est que les Wings se seront pas trop trompés. Oui, je les ai mis 10e, j'ai tranché pour la 10e place pour les mêmes raisons que toi, Gis. Je pense que il y a volonté de patience dans le projet et volonté de continuer de se renforcer via la draft l'année prochaine. Ce serait dommage de pas tenter de le faire vu les joueuses aussi qui s'annoncent. Donc je les ai mises 10e, mais là aussi avec pour objectif principal de développer peut-être cette relation Page-Riquet, de mettre en place une identité de jeu, voilà, pour peut-être passer la seconde dès 2026 et montrer que le projet a de beaux jours devant lui. Voilà pour les Dallas Wings. On se retrouve demain avec une nouvelle équipe. N'hésitez pas à nous dire si vous voyez les Wings beaucoup, beaucoup plus haut ou si vous êtes assez d'accord avec nous et avec notre analyse de la situation. On se dit à demain. Ciao.